Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode avec Nicolas Berger. Lors du tournage, malheureusement, nous avions un souci avec les micros que nous n'avons pas réussi à régler au montage. Donc on tient vraiment à s'excuser pour cette qualité audio exécrable. Et on fera beaucoup mieux les prochaines fois, ça nous servira de leçon. On vous souhaite quand même une belle écoute et merci beaucoup pour votre compréhension. On saura se rattraper. Merci à vous. La technique, c'est qu'il faut que ça se raccorde, que tout se machine bien, que ça s'entend. Ouais. Je vous écoute. Ok, très bien. Bon, bienvenue du coup dans un nouvel épisode de À méditer. Du coup, donc nous voilà avec Nicolas Berger, dans la manufacture du coup, de Nicolas Berger, à Chaudy-le-Roi. Donc déjà merci pour l'accueil, c'est un grand plaisir. Donc, merci nous, beaucoup. On est déjà venu ici, visiter un peu les labos. Donc on est venu voir quand tout était en marche, là c'est un peu plus calme. C'est beaucoup plus calme. mais bon. Ça sent presque pas de chocolat. Ouais, presque. Et puis c'est marrant parce que dans la fabrication du chocolat, ça sent pas forcément l'odeur du chocolat que les gens peuvent penser. Donc il y a une odeur, mais c'est pas forcément une odeur de chocolat. Ouais, ça sent le cacao et ça sent aussi beaucoup l'acidité. Acide. C'est pour ça que ici c'est la pièce où il y a les conches. Donc ça c'est la dernière étape de la fabrication. C'est là où on affine le chocolat. C'est une étape qui dure assez longtemps. Le chocolat chauffe. Il est malaxé, mélangé de manière extrêmement vigoureuse. Et dans cette pièce-là, il y a des évacuations d'air pour évacuer l'acidité en permanence. Parce que si on évacue l'acidité et puis qu'on la rebalance dedans en permanence, si l'air n'est pas renouvelé, on ne change pas vraiment et on n'atteint pas ce qu'on veut atteindre en finalité, quoi. Okay. Donc voilà, la pièce s'aère assez facilement. Donc en fait, si vous gardez l'acidité dans l'air, le chocolat il va recapter. Ouais, en fait, il y a des ventilateurs qui envoient de l'air à l'intérieur de la conche pour changer en quelque sorte l'air qui est à l'intérieur. Mais si tu lui renvoies l'air que tu viens de rejeter, c'est un peu, tu perds un peu de temps en fait. Donc avec de l'air neuf, avec de l'air frais dans la pièce, forcément tu obtiens un résultat beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sainement, quoi. D'accord. On aime bien commencer un peu par les débuts, on va dire. Ouais. On va pas trop s'attarder, mais vous venez du coup un peu de la région lyonnaise. Ouais. Donc vos parents étaient pâtissiers. Ouais. Ils avaient leur propre pâtisserie. Et on a vu comme quoi vous avez un peu été bercé dedans pendant les vacances scolaires. Ouais, vous êtes bien enseigné. On a fait notre mieux, on n'a pas. C'est bien. Là, t'as fait le sujet. Ouais, c'est ça, si tu veux, les vacances, les week-ends. Alors, c'était un peu difficile quand t'es gamin parce que samedi, un dimanche, ou un mercredi, tu bosses, quoi. Ouais. À 8h, ton père il vient te chercher parce que il a besoin de toi. Et puis, au bout d'un moment, tu deviens le meilleur commis du mercredi, samedi, dimanche, quoi. Tu apprends à faire la plonge à partir de 6-7 ans, et puis t'écoutes les fraises, t'épluches les pommes, tu fais la sorbet citron, la crème pâtissière, toutes ces conneries-là. Tu vas chercher les caisses de pommes, dès que tu commences à être un peu plus costaud, tu prends une caisse de pommes, une caisse de poire en même temps, et puis ton père est super fier de toi quand tu arrives à porter un sac de 50 kg de farine. Ça donne envie de refaire. Ton père soit fier. Bon, t'as un peu mal au dos, mais c'est pas grave. Ça fait partie du métier. Mon père il dit toujours, c'est le métier qui rentre. C'est un peu ça, ouais. T'aimerais bien qu'il rentre différemment. Mais... Et voilà, moi j'aimais pas tellement l'école, quoi. C'est pas que j'étais mauvais, mais je m'ennuyais très fort à l'école, quoi. Donc en fait, la pâtisserie pour moi c'était un peu les vacances, quoi. Donc après, faire un apprentissage, c'était un peu les grandes vacances, quoi. Et je ne savais pas tellement si ça allait me plaire. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a plu parce que j'ai rencontré aussi des gens qui étaient bien, quoi. Parce que travailler avec ses parents, c'est pas toujours facile, quoi. Quand tu es adolescent, tous les jours, jeune adulte, on a des façons de voir les choses qui sont un peu différentes. Et puis, mon père avait aussi toutes ses habitudes. Et puis, moi, j'en avais pas encore, mais j'avais certaines certitudes, quoi. Et donc, bon, ça n'a jamais été explosif, mais voilà, c'est juste des rapports qui sont normaux. Travailler en famille, ça n'a jamais été facile parce que si tu prends une remarque, tu la prends de ton père et de ton patron, en même temps, ça en fait deux d'un coup, quoi. Et après, on rentre à la maison et on va chez quand le papa encore. Voilà, et puis en plus, on rentre pas à la maison parce qu'on dort au-dessus, quoi. Ouais. Donc, on n'est jamais à la maison, on n'est jamais vraiment sorti du boulot.
Mais ouais, puis après j'ai vu, j'avais des profs, des pratiques en pâtisserie qui étaient vachement bien, qui m'ont qui m'ont beaucoup motivé, beaucoup aidé, ils m'ont fait passer des concours. Moi je détestais, j'avais pas du tout envie, je suis pas du tout un compétiteur dans l'âme, quoi. D'accord. Donc j'aime pas du tout ce genre de choses, mais eux l'étaient, compétiteurs, et en quelque sorte pour pas les décevoir, j'ai fait le job, quoi. Okay. Donc, mais je les remercie de m'avoir. On a passé des bons moments ensemble, parce qu'en fait, en m'inscrivant à des concours, en faisant tout ça, ils ont passé du temps avec moi, ils m'ont aidé, et on a passé du temps et c'était sympa, on a voyagé ensemble, donc ça a été très bien. Vous avez beaucoup appris aussi du coup pendant cette période-là, quand on s'entraîne à un concours, on s'entraîne énormément. Ouais, tu apprends beaucoup parce que tu as un timing à respecter, donc tu peux pas, tu as une organisation, tu peux pas déroger, quoi, donc tu apprends la rigueur, l'organisation et la rigueur. Et bien sûr que quand tu t'inscris au concours, tu sais pas faire ce qu'on te demande de faire, donc tu apprends très concrètement à faire des choses que tu ne connaissais pas avant, quoi. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, beaucoup d'entraînement. Et puis je trouve à un certain âge, justement à ce jeune âge, ça, pas que ça fait mûrir, mais ça quand même ça montre certaines compétences de la vie qu'on n'acquérit pas forcément dans un parcours classique, genre un baccalauréat classique. Enfin, le fait de travailler, de faire des concours, comme vous disiez, de ne pas vouloir décevoir des personnes, ça apporte quand même une certaine maturité, ça apprend la rigueur, comme vous disiez. Ouais, ça apprend tout ça. Ça apprend tout ça. C'est des étapes aussi, parce que forcément, on a dû bosser beaucoup pour arriver à une finalité. Tout ce qu'on a appris, c'est quelque chose qui est emmagasiné, qui est engrangé, et puis on part de ce socle-là pour aller plus haut après encore, quoi. Donc, c'est bien, mais vraiment, j'en ai pas beaucoup fait après, parce que j'ai pas l'esprit de compétition. Vraiment, c'est pas trop mon domaine. J'aime pas tellement en fait ça. Je l'ai fait vraiment parce que j'avais des gens qui m'ont poussé à le faire, mais arriver à prendre du temps, parce que c'est aussi c'est très personnel un concours. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, si on le fait pour les autres, on bosse et effectivement on s'implique pour ça, mais le faire pour moi, je me suis jamais donné les moyens de le faire pour moi. Et à mon avis, vous allez peut-être me dire le contraire, mais si vous poussez peut-être à faire des concours à cet jeune âge, c'est peut-être que vous vous démarquiez déjà par rapport à d'autres élèves, ou non, c'est que... Oui, j'étais assez à l'aise, on va dire, en pâtisserie. Mais c'est normal parce que j'avais l'expérience d'apprentissage avant, c'est-à-dire que je connaissais par cœur les recettes. Eux apprenaient. Donc, on arrivait, il fallait foncer une tarte. Moi, ça faisait 10 ans que j'en fonçais des tartes, quoi. Donc, avec tous les défauts que j'avais, parce que je n'étais pas du tout parfait, mais j'avais déjà la rapidité, j'avais déjà. Je savais que du feuilletage, il fallait jouer avec le frigo, je savais que toutes ces choses-là étaient importantes, quoi. Et donc j'avais presque mon CAP avant de commencer, mais c'était tout ce que j'avais, parce que j'avais bossé, en fait, mes parents m'ont appris à bosser, en fait, tout simplement. Tu sais, c'est quoi la fable du laboureur, tu vois, qui a expliqué à ses enfants qu'il y avait un trésor dans le champ, et ils ont labouré, ils ont eu des récoltes formidables, ils n'ont jamais trouvé le trésor, mais ils ont compris que le trésor c'est le travail, quoi. Donc c'est un peu, ils m'ont appris ça, mes parents. Donc après votre apprentissage, vous avez directement bougé sur Paris? Non, j'ai fait un petit passage dans une ville pas très loin de chez moi, c'est Saint-Étienne. Parce que moi, mon père est de la région aussi. Il vient de la région de Perreux. D'accord, ok. Donc c'est un peu plus au nord que chez vous. Et mon père est aussi pâtissier. Donc il a aussi un peu travaillé dans la région avant de venir sur Paris aussi. Ok. Et Saint-Étienne, j'ai bossé dans une entreprise avec un patron assez à l'ancienne, quoi. Et il y avait un monsieur qui était responsable du poste de la pâtisserie, on va dire, puis il y avait le côté four, c'était encore à l'ancienne avec tous les postes très bien déterminés, quoi. Et la personne qui était là depuis 18 ans, qui s'occupait de notre partie, on était une petite dizaine, quoi. Et au bout de 4 mois, il est parti.
il s'est installé, et c'est moi qui ai pris sa place, quoi. Ah, d'accord. Et donc je me suis tapé les fêtes de Noël, les chocolats, enfin tout, vas-y, parce que le patron était là, mais il bossait plus vraiment, tu vois, il était là, il passait un peu le matin, tout ça, il était gentil, hein, ce monsieur, il était très bien, quoi. Mais il avait une vie qui était organisée avec un labo qui roulait, quoi. Et il n'avait pas forcément envie de remettre trop les mains dedans après, quoi. Et donc, ouais, je me suis pris une bonne... voilà, il a fallu se remettre... J'étais plus dans mes concours, mais du coup, j'ai bossé autant que... j'ai bossé autant que quand je faisais les concours, parce que je mettais 3 fois le temps qu'il fallait, que la personne avant moi mettait pour faire le même boulot, parce que je le prenais pas forcément du bon côté, ou par le bon bout pour arriver à la finalité, quoi. Ah, et puis il y a une plus grande responsabilité quand même qui vient avec, parce que comme vous disiez, les concours c'est très personnel. Ouais. Et là vous êtes responsable d'une boutique. Là faut vendre. En plus, les personnes qui étaient autour de moi, ils avaient tous mon âge, quoi. Donc si tu veux, j'avais quel âge? J'avais 18 ans, quoi. Donc 17 même. Donc si tu veux, ils ont ton âge, ou ils ont un an de plus, et tu dois... Il faut les diriger et tout. Ils sont gentils, ils sont bienveillants, mais s'ils peuvent te... Bien sûr. S'ils peuvent prendre quelques raccourcis, c'est naturel. Donc du coup, après, vous êtes parti sur Paris. Après, je suis parti sur Paris parce que j'ai fait l'armée. Parce qu'à l'époque, Ah oui, c'est resté obligatoire. J'ai fait l'armée aux Invalides, donc ça va, c'était cool. Ah, ça va. Et après, j'ai travaillé chez Jean Collévin, D'accord. qui était à l'époque... qui n'était pas du tout aussi grand qu'il est aujourd'hui. Hein. C'était ses débuts à Jean Collévin. Il était déjà MOF quand... Oui, il était MOF en 86, MOF pâtissier. Ouais, 86. Ouais. Et voilà, et c'était une période difficile pour lui aussi parce que il a commencé dans une petite pâtisserie, et donc il fallait tout faire. Donc je pense que c'était une période où il a eu... il démarrait, donc c'est comme quand on démarre et quand on est tout seul, il faut tout faire, quoi. Et c'était très bien. Je me rappelle, tout était très bon. Ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai, c'est que tout était bon, tout était pensé, tout était délicat. Il sortait de chez Robuchon. D'accord. Donc il avait fait de la restauration, il avait fait Pelletier au Japon. Donc l'organisation, enfin tout, il y avait beaucoup de choses qui étaient vachement bien, et chez lui c'était un peu à l'ancienne aussi, c'est-à-dire que les recettes étaient interdites, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de copier les recettes, tout ça. Ouais. Donc en fait, si tu veux, la seule chose qui t'intéresse dans ces cas-là, c'est de prendre les recettes. Ouais. En fait, tu vois, c'est naturel, à partir du moment où quelque chose est interdit, tu vas les prendre forcément, quoi. Donc je pense que de toutes celles auxquelles j'avais accès, il ne m'en manque pas une, quoi. Tu vois, c'est normal. Hein. Et elles étaient très bonnes, c'est des recettes assez simples, des recettes de base, des choses comme ça. C'est peut-être pas forcément des recettes actuelles, j'ai envie de dire, mais pour moi, elles sont toujours actuelles parce qu'elles sont très bonnes, quoi. Et c'était dans mon vieux cahier de recettes où je m'étais fait des onglets au ciseau, là, où j'ai toujours tout ça. Et c'est vrai que c'est mes repères, en fait, en quelque sorte. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça vaut, je sais d'où ça vient, et je sais que ça a été éprouvé, quoi. Voilà. Donc, je suis resté là pendant une bonne année, quoi. Il avait déjà toute sa gamme de chocolat ou c'était... Ouais, il avait déjà sa gamme de chocolat, mais c'était séparé. Je n'avais pas accès, moi, au chocolat. D'accord. Ouais. Et voilà, après, je suis parti chez Pelletier, qui était rue de Sèvres. C'était une très très belle maison. C'était en quelle année à peu près 92. Parce que je reparle de mon père, mais mon père aussi travaillait chez Lucien Pelletier, plus en 90, donc je ne sais pas combien de temps il est resté, mais vous avez dû vous louper de peu, je pense. Et en fait, M. Pelletier était décédé, moi, quand je suis arrivé. Okay. Ah, déjà, d'accord. Il était décédé depuis 1 an, peut-être. Voilà, ok, c'était arrivé juste après mon père, je pense. Comment il s'appelle? Didier Merveilleux. Ah, mais à Londres? Oui. Ah, vous connaissez mon père? J'ai un copain qui a travaillé. Ah, c'est vrai? Ah ouais, du coup. C'est rigolo. Didier Merveilleux à Londres, mon père. Ouais. Et donc, chez Pelletier, je suis arrivé, c'était... En fait, on voyait que c'était une très belle maison, mais en fait, ça descendait. Ouais. Si tu veux, on était sur la descente parce que... Au contraire de Jean Collévin, où c'était juste... Exactement, ouais. Et chez
chez Pelletier, je suis arrivé, il y avait eu pas mal de chefs qui s'étaient succédés. Madame Pelletier avait voulu reprendre les rênes derrière son mari. Je pense qu'elle n'en avait pas la capacité technique, et ça c'est normal. Et puis, je pense que c'est comme quand tu as un groupe de rock et que le chanteur meurt, il n'y a plus de groupe de rock en fait. Tu vois. Et là, c'était une entreprise qui tenait vraiment par son patron. Et il y avait apparemment quelques responsables qui sont partis quand M. Pelletier est décédé. Et après, quand je suis arrivé, le chef qui était là était relativement jeune. Il n'avait pas beaucoup d'expérience et il était très gueulard. C'était plutôt un gendarme qu'un chef qui allait montrer. Ils n'ont pas su rénover un peu là. Ouais, voilà. Il terrorisait tout le monde et c'était pas très constructif, quoi. Donc, comme il terrorisait tout le monde, ça les partait. gens qui n'étaient pas trop mal restaient pas, quoi. Et finalement, au bout d'un an, il est parti et moi j'ai pris la place de responsable. Ah, d'accord. Et en fait, je me suis retrouvé, c'est pareil, on avait tous le même âge, quoi. J'avais 22, un truc comme ça, tu vois, et c'est sacré l'expérience. On avait tous le même âge et tu avais 30 personnes avec le même âge et on avait je peux commencer à 2h demain matin parce que j'ai mon train à 11h du matin, j'aimerais bien. Et donc quand tu as 22 ans, tu sais pas forcément, c'est un copain avec qui tu as bu l'apéro la veille, tu vois. Donc c'est pas facile de faire les choses là-dedans parce que tu veux pas perdre un copain, en même temps il faut délivrer le boulot, quoi. Et donc je me retrouvais à faire des horaires incroyables parce que finalement j'avais laissé partir celui-là puis avoir son train. Bon ben voilà, ça m'a appris des choses aussi, quoi. C'était une boutique Pelletier, c'était combien? Il y avait deux boutiques, mais il y en avait une qui fonctionnait et puis l'autre qui était beaucoup plus. Elle marchait sur d'autres choses, quoi, voilà. Mais qui marchait beaucoup moins. D'accord. Ouais. Et puis il y avait du traiteur aussi. Moi je n'occupais pas du traiteur ni des chocolats, je m'occupais vraiment que de la pâtisserie. Mais c'était une belle. Enfin, les recettes étaient de grande qualité parce que M. Pelletier avait appris chez le nôtre. Et donc tout était carré, enfin, les choses n'étaient pas faites par hasard, tout était très technique. Donc ça c'était vachement intéressant, quoi. Ah, mais la structure n'était plus. Mais si tu veux, il y avait des choses, les gens les faisaient, mais ils ne savaient pas pourquoi ils les faisaient, quoi. La pâte d'amande, on faisait des macarons et les macarons étaient faits à base d'une pâte d'amande. Et cette pâte d'amande, il fallait la passer 3 fois à la broyeuse. Mais ils ne savaient pas pourquoi il fallait la passer 3 fois à la broyeuse, donc ils passaient 3 fois bêtement. Mais forcément c'est différent. Quand il n'y a plus la sensibilité. Voilà, donc en fait il fallait la passer 3 fois, mais il fallait la passer vraiment avec des rythmes très lents pour que ça ne chauffe pas. Et eux, ils voulaient passer rapide. Ils faisaient leur pâte d'amande, il fallait aller le plus vite possible. La pâte d'amande était hyper chaude, ça pissait l'huile, enfin c'était naze, quoi. Donc, mais ils avaient bonne conscience, ils avaient passé 3 fois. Enfin, et c'était plein de petites choses comme ça, quoi. Et ça va très vite, en fait. Le déclin. Quand la personne qui est en tête n'a pas vraiment, il a les clés de la bagnole, mais il n'a pas le volant, quoi. Et du coup, tu vas dans le décor tout de suite. C'est marrant parce que même le chef Maxime au travail, il nous dit toujours, en fait, ça fait 10-15 ans que tu charbonnes pour arriver à un certain stade, mais tout peut se perdre en quelques mois. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est tellement précieux parce qu'il faut entretenir en fait, comme le savoir-faire qu'avait M. Pelletier. Il est un peu parti avec lui peut-être. Et puis il y avait plein de recettes, tu vois, il y avait des recettes où si tu veux, tu faisais de la crème pâtissière, tu avais 2 pesées de sucre dans la crème pâtissière, tu avais une pesée pour mettre dans le lait, une pesée pour mettre avec les jaunes, tu vois. Bon c'est vraiment un exemple bête, mais c'était partout comme ça. Et si tu comprends pas ce genre de choses, la crème pâtissière c'est évident, mais pour d'autres choses, si tu comprends pas la finesse du truc, tu es juste un gros bourrin qui fait les choses bêtement, quoi. Et tu fais un peu, tu fais moyen, quoi. Donc, il y avait pas mal de choses assez intéressantes. Le problème, c'est que je voyais que l'entreprise se délitait. Et moi, j'étais trop jeune pour amener des choses nouvelles, tu vois. Et Mme Pelletier n'aurait pas voulu de choses nouvelles parce qu'elle était persuadée que la gamme de gâteaux qui était faite, qui avait été mise en place par son mari, allait perdurer pour des siècles, quoi. Et donc,
moi, j'avais pas la connaissance ou la capacité vraiment à créer des choses nouvelles. En tout cas, je me sentais pas suffisamment à l'aise. Armé, ouais, Ouais. pas assez armé. Voilà, Pas de bagage. pour mettre. J'ai sorti 2-3 petits gâteaux, 2-3 entremets, 3 trucs, mais c'était un peu trop juste, quoi. Mais c'est quand même honorable d'avoir eu ce poste parce que, personnellement, à chaque fois que je discute avec des anciens qui ont travaillé à l'époque sur Paris, etc., à chaque fois ils sortent le nom de Pelletier comme référence. Oui, Donc, mais dans les années 80, c'était le top. C'était vraiment très très bien. C'était très très bien. Mais il y avait une marche, il y avait une évolution à passer. Après est arrivé Pierre Hermé chez Fauchon, de toute façon, parce que quand tu allais voir la boutique de chez Fauchon, waouh, c'était quand même quelque chose, quoi. C'était vachement bien. Ouais. Parce que vous, du coup, après Pelletier, du coup, vous avez fait de la durée, c'est ça? Ouais, je suis allé en Italie avant. Ah, avant Juste avant. J'ai fait presque un an en Italie. Ouais. Donc c'est là-bas où vous faisiez un peu des panettone ou non, pas du tout? Ouais, j'en ai fait, ouais. C'était pourquoi l'expérience en Italie? C'était comme ça? De t'expliquer. Ouais. Si, en fait, j'avais un ami italien qui m'avait invité comme ça, il était de Gênes, et je suis allé chez lui pas une semaine, un week-end, quoi. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et son père était pâtissier, il cherchait un pâtissier français pour redynamiser un peu sa pâtisserie. Okay. J'ai dit pourquoi pas, tu vois, j'ai fait 4 ans chez Pelletier, j'ai fait au moins 2 ans. J'ai fait au moins 2 ans de Je sais pas autant. Ouais. Donc j'avais un certain confort parce qu'on était logés. Donc à Paris, tu vois, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Vous étiez logé à ça. On n'était pas super bien payé. On était payé correctement, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'être logé, ça c'est tellement précieux. Surtout quand on est jeune, on se dit c'est bon, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Pour le salaire, ça m'intéresse, mais pas tant que ça. Et donc je me sentais avoir une certaine liberté quand même en étant responsable. Donc j'y suis resté, je pense, à mes yeux au moins 1 an, voire peut-être 2 de trop, mais bon, c'est comme ça. Et j'avais besoin de sortir. Ouais. Et j'ai fait, la vie en Italie était super. Pas le même cadre de vie déjà qu'à au bord Paris. de la mer, si tu veux, parce que moi j'avais pas connu ça. C'est vrai que quand tu vis en bord de mer, c'est différent. Ouais. Et voilà, bon après l'expérience a été ce qu'elle a été parce que si tu veux, ils mettaient des gâteaux crème au beurre, des choses comme ça en boutique, et ça durait le lundi, le mardi, le mercredi, c'était forever. Donc après, quand toi tu mettais un gâteau et puis que tu lui disais le soir, tu peux pas le repasser le lendemain. Ouais. Ils ne comprennent pas. Pour lui, c'était de la perte et la perte, il ne savait pas ce que c'était, quoi. Ouais. Et donc, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé d'être. Il faut en tirer les. Exactement. Après, j'ai adoré. Il y a des choses qui étaient super sympas. Ce qui avait bien, tu vois, c'était que ils faisaient toutes les poudres d'amandes, les poudres de noisettes. Enfin, tu vois, ils n'achetaient pas de la poudre de noisettes. C'est toi qui les faisais. Tu avais une broyeuse de cylindre. Ils faisaient même le sucre glace. Enfin, bon, tu vois, il y a des gens. Beaucoup de petits fours en Italie, beaucoup de choses qu'on ne fait plus, tu vois. En France, on ne fait plus de petits fours. Ouais, c'est vrai, ça se perd. Les cigarettes, les lampes de chat, les machins, les trucs. En fait, c'est devenu industriel. T'en as déjà fait donc, non, jamais. Moi, j'en ai déjà fait. Toi, t'en as jamais fait? Non, jamais. Tu vois, moi j'en faisais en apprentissage, t'en faisais, mais aujourd'hui ça se fait plus. Maintenant tu as laissé tout ça aux industriels. Ouais, c'est ça. À tort, d'ailleurs. Ouais, à tort. Et donc là-bas ils faisaient tout ça, et donc avec des techniques assez intéressantes, tu vois. Parce qu'en rocher ça garde sa forme, mais ça dépend de la température des blancs d'œufs que tu mets dedans, ça dépend si tu le mélanges pas trop, etc. Quoi. Et bon, voilà, et puis la vie était belle, quoi. Et donc je suis rentré à Paris avant que je ne puisse plus rentrer. En fait, parce que je me suis dit, soit je fais ma vie là-bas, parce que la vie est belle. Ouais. Une fois qu'on s'habitue trop au confort de vie là-bas. Mais professionnellement, c'est la fin. C'est la fin. Oui, c'est une certaine fin. On n'apprend plus de nouvelles choses. Voilà. Soit alors, je remonte à Paris, parce que c'est quand même un peu là que ça se passe, quoi. Ouais. Et je suis remonté à Paris en week-end, j'avais mon CV. J'ai postulé chez La Durée, j'ai vu Pierre Hermé, il m'a embauché. Ah, c'était à l'époque du Pierre Hermé, du coup. D'accord. L'ouverture sur les Champs-Élysées, ouais. D'accord. Ouais. C'était quelle année, ça, environ 97. D'accord. Ouais.
97. Ouais, donc vous l'avez connu un peu juste avant que la durée devienne vraiment un repère pour. En fait, la durée, donc c'était une petite boutique rue Royale, quoi, un peu vieillotte, quoi, belle endormie. Et j'ai entendu dire que Pierre May allait reprendre la durée, enfin remettre un coup de neuf là-dedans. J'ai posé mon CV, dans l'après-midi je suis appelé, c'était lui, donc je suis allé passer un entretien, et là il dit que ils ont un projet, qu'ils vont ouvrir plusieurs boutiques, ok, super, génial. Et je dis, le labo va être où? Je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il va être à Rungis, quoi. Ouais. Et là je me suis dit, moi j'ai pas trop envie d'aller à Rungis, il me dit, sur les Champs-Élysées. Ah ouais, ok. Et je suis sorti de là, j'avais le job, quoi, c'était génial. Ok. Ouais. C'est même pour un jeune se dire je vais à Paris, je vais tous les matins sur les champs travailler. C'était cool, hein? Ouais, C'était bien. ouais, je pense que ça se perd de plus en plus le labo à Paris, alors sur les champs encore moins. Ah ouais. C'était sous la boutique qu'il y a sur les champs? Oui. Ah, d'accord. Ouais. Et ça suffisait, il y avait assez d'espace et tout pour. Rapidement, ça n'a pas suffi. Ils ont réussi à récupérer quand même pas mal d'emplacements un petit peu dans d'autres cas, dans d'autres lieux, tout ça. Et puis, ils ont dû s'organiser peut-être. Après, ils ont ouvert d'autres labos à Morangis, je crois, pour faire un petit peu certaines préparations en amont. Parce que moi, quand je suis arrivé, le labo des Champs-Élysées n'était pas tout à fait prêt. Donc, on travaillait tous au Royal. D'accord. Dessus. Et on cuisait encore les macarons au four à sol. Vous avez vraiment connu le début de la durée, parce que maintenant la durée c'est. Il y a un jour, il y a un petit gars, je ne sais pas s'il était algérien ou marocain, il était pas très grand, tout fin, et il se coupe en essuyant les boules, je sais quoi, et normalement c'est lui qui cuisait les macarons. Et il était coupé, il fallait qu'il aille se faire recoudre, donc il est sorti. Et le chef pâtissier, là, c'est Philippe Andrieux à l'époque, Ah oui. qui dit il y a quelqu'un qui veut aller cuire les macarons. Et moi je dis ouais, moi je vais y aller parce que je n'ai jamais cuit, ça va m'apprendre un truc, quoi. De ma vie, j'en ai chié comme pas possible. Donc c'était un four 3 étages, on mettait 9 plaques par étage. Et donc les macarons, on les rentrait avec une plaque, avec les plaques triplées. Ok. Four très chaud en bas, pendant 2 minutes à peu près. Et après, plaque doublée sur les 2 autres étages. Parce qu'en fait, tu avais donc 2 minutes en bas pour faire croûter, pour faire la coque. Ouais. Et après, il fallait les cuire. Au bout de 2 minutes direct, Voilà. vous les bougiez de Ok. four. Voilà. Et donc, tu avais une pelle, tu avais le gars derrière avec la dresseuse. Il y avait déjà la dresseuse. Donc lui, avec la dresseuse, il dressait, il mettait des plaques dans l'échelle. Ouais. Et là, moi, je Le mec au prenais four. ça. Et donc, une plaque triplée, Ouais. c'est quand même assez lourd. Une plaque, ça fait Déjà à peu près une 2 plaque, kilos. ouais. Une plaque Sur la pelle, en plus, les 3. 2 kilos, tu vois. Ouais. Donc, dans la 3, ça fait déjà 6 kilos au bout de la pelle. Tu la mets, tu en as 9, il faut en mettre 9 par four. Hein. Ah ouais. Donc, et après, tu les montes, et après, tu as le dernier étage qui est tout en haut. J'ai fait ça je crois, de 9h du matin jusqu'à 14h. J'étais rincé. Ouais. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. À la fin, je n'étais plus lucide. En plus, J'avais- devant les fours, en plus. En plus, mais je savais même plus si c'était cuit, pas cuit. Enfin, moi, je me souviens que c'était le grand n'importe quoi. Après, je débarrassais les plaques, il fallait faire refroidir les plaques aussi, parce que les plaques que tu mettais, si elles étaient chaudes, elles ne faisaient plus leur effet de protéger le dessous. Et enfin bon, je me souviens vraiment de ça comme une journée, mais de cauchemar, quoi. Et c'était déjà connu pour les macarons, la durée? Ouais, c'était déjà connu un petit peu pour les macarons, mais bon, c'est Pierre Hermé qui a explosé le truc, quoi. Et parce qu'en fait, pour te dire, quand je suis arrivé, la dresseuse venait d'arriver, donc juste avant, c'était tout dressé à la main, Ah ouais. et cuire au four à sol, c'est un taf énorme. Tu vas 2 fois moins vite qu'un four ventilé, quoi. Bien sûr. Donc ça ne pouvait pas tenir longtemps. Je crois que très rapidement après, ils ont eu le four ventilé pour l'ouverture des Champs-Élysées. D'accord. Et du coup, vous avez travaillé combien de temps chez La Durée? 1 an. D'accord. 1 an, et puis après, je suis parti aux États-Unis. Je suis arrivé à New York, chez François Paillard, une pâtisserie qui était assez connue à New York. Une pâtisserie qui était assez bonne.
Et c'est un sacré oiseau, François. J'ai vu maintenant ça a fermé. Ouais. Ça a fermé, il avait un bail de, je sais pas, une dizaine d'années à peu près. Et quand il a voulu renouveler son bail, le propriétaire lui a demandé une hausse extrêmement élevée. Ouais. Quoi. Et donc, Il n'a pas renouvelé. c'est un peu les États-Unis, ça. Du coup, c'était dans une pâtisserie, enfin c'était la pâtisserie de François Paillard. Ouais. D'accord. Et il y avait une pâtisserie, un salon de thé, un restaurant. Bon, il n'y a pas beaucoup de pâtisseries à New York, en tout cas pâtisserie de boutique comme on connaît nous. Surtout à l'époque, maintenant ça se développe un peu. Il y en a peut-être un peu plus maintenant, mais avant il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et de ce niveau, il n'y en avait pas. Et donc c'était bien, c'était pas mal. On peut toujours faire la fine bouche en pensant qu'en France c'est mieux, mais c'était très bien. Et surtout pour le débit qu'on avait, c'était bien. Ouais, puis je pense que les gens ils oublient souvent, c'est que on peut comparer la France et l'étranger, mais il faut aussi s'adapter à la clientèle. Et les gâteaux qui marchent à Paris ne vont pas forcément marcher à New York à l'époque. C'est ça. Et puis les produits aussi. Ouais, les produits, à la crèmerie là-bas, c'est connu pour être en pâte de grande qualité. Donc, c'était tout à fait respectable. Et puis surtout, il fallait quand même être en mesure d'envoyer les quantités demandées dans l'espace et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut sortir la canne. Donc, il y a des compromis à faire forcément sur des trucs. Mais il y a des choses il y a toujours des reproches, il y a toujours des améliorations à faire. Mais dans l'ensemble, c'était bien. C'était une bonne expérience, il y avait une bonne équipe, les gens étaient sympas. J'ai des bons souvenirs des gens avec qui j'ai travaillé. François était François, quoi. Voilà. Et donc c'est aux États-Unis. Il est son meilleur ennemi parfois, François. Il a des grandes qualités et puis voilà, il les gâche par certains défauts. Quoi. Mais bon, voilà, ça reste quelqu'un. Ça reste une belle aventure et c'était lui le boss, quoi, donc c'est respectable. Vous avez encore contact avec lui J'ai pas forcément voulu, mais je pourrais l'avoir, quoi, et je l'aurais avec plaisir. Donc après, c'est aux États-Unis, vous avez rencontré M. Ducasse pour la première j'ai fois. fait un petit passage dans l'hôtel Peninsula à New York. Ouais. Ça, c'était clairement une erreur. Voilà, j'en avais un peu marre de la pâtisserie et surtout c'était devenu un petit peu compliqué chez François. Enfin, en tout cas, pour plein de raisons bonnes et mauvaises. Et puis voilà, il y a eu cette place de chef pâtissier qui s'est libérée au Peninsula. J'avais fait que de la boutique, j'avais jamais fait de restauration. J'ai dit je vais essayer. Et en fait c'était une erreur parce que le Peninsula était très très vérolé par ce qu'ils appellent l'union aux États-Unis, c'est-à-dire les syndicats. Et donc c'est assez compliqué, c'est pas du tout, c'est très différent en France et c'est très vicieux en fait, c'est-à-dire que tu n'as pas, en tant que manager, tu ne dois pas travailler, mais tu dois montrer le travail, et tu dois faire travailler les autres. Et donc voilà, tu as ça, puis tu as la direction qui te demande quand même un certain travail. Donc à un moment donné, quand j'avais 3 personnes avec moi, on était 3, un hôtel de plus de 200 chambres, 2 restaurants, beaucoup le tea time l'après-midi, les petits déjeuners, donc on faisait les viennoiseries. Et il y avait beaucoup de pièces pour tout ce qui était banquet. Pas des énormes banquets, mais beaucoup. Donc tu avais vite fait d'avoir 2-3 banquets de 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Donc ça fait quand même des desserts, des pauses avec des cookies, des conneries. Il faut quand même avoir le temps de faire tout ça. Et donc c'était clairement pas possible. Quoi. Donc on démarrait, il y avait du monde à 5h30 le matin pour cuire la viennoiserie. Et le restaurant, il fallait qu'il y ait quelqu'un, moi je arrive à 3h30. D'accord. Donc l'amplitude horaire, déjà les 3 que j'avais avec moi, il ne suffisait pas à couvrir 7 jours sur 7. Donc moi il fallait bien que je bosse. Donc je bossais beaucoup. Et donc déjà l'union n'est pas trop ça. Voilà. C'était un jeu malsain entre
entre l'union, entre les managers de l'hôtel, entre les RH qui essayaient de... parce qu'en fait, si tu veux, si toi tu travailles, tu prends le job des gens, de tes employés en quelque sorte, des pâtissiers, quoi. Donc les pâtissiers peuvent aller se plaindre au RH que toi tu as travaillé et donc que tu leur as pris du boulot et par conséquent tu leur as pris du salaire si tu leur prends du boulot. Donc tu vois, tout est vicieux comme ça, extrêmement... c'est vraiment différent de la France. Et après, moi j'avais des RH qui venaient me dire que j'avais interdiction de faire des heures supplémentaires à mes employés. Tu vois, donc c'était vraiment... je découvrais ce monde-là que je n'aimais pas du tout, qu'on ne peut pas aimer d'ailleurs, hein, si on est professionnel. Et bon voilà, donc et puis un jour, j'ai ouvert le New York Times et il y avait la tête d'Alain Ducasse dedans, j'ai lu l'article et en fait j'ai compris qu'il venait s'installer à l'hôtel Essex House pour faire un restaurant gastronomique. Et à l'époque, il y avait Christophe Michalak qui travaillait à New York pour Pierre Hermé, et on se voyait de temps en temps, et Christophe connaît la terre entière, et donc j'avais demandé de me mettre en contact avec le futur chef de cuisine qui allait venir à New York, et voilà, et donc j'ai eu un entretien avec lui, avec Alain Ducasse, et j'ai été pris pour être responsable de la pâtisserie. D'accord. Et donc j'ai fait... Mais responsable de la pâtisserie à New York? Oui, à New York. Ok. Donc j'ai fait 2 ans à l'Essex House, à l'ouverture. Et puis après, il y a eu le 11 septembre, donc c'était un peu plus compliqué, mais les choses sont reparties. Ah oui, vous étiez à New York à la Vache. Et puis j'étais marié, et donc avoir une famille à New York, c'est pas évident parce que voilà, il faut gagner beaucoup d'argent, quoi. Ouais. Et même si je gagnais ma vie tout à fait correctement, pour New York, c'est trop juste pour avoir des enfants, pour leur payer l'école, tout. un médecin, l'école, et tout ça. Donc on est rentré en France. Souvent les gens ils parlent du rêve américain, mais le rêve américain c'est pas juste du positif en fait. Et le rêve américain, il y a tout ce côté... Tout est possible, mais il faut savoir s'assumer, il faut s'en donner les moyens, quoi. Donc... et puis après, le rêve américain, ça dépend dans quelle profession, ça dépend dans quelle situation, ça dépend des choses pour lesquelles tu peux l'avoir, et ça peut être très bien adapté, puis il y en a pour lesquelles c'est un peu plus difficile parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut sur place, en bord d'Antoine. Et je suis rentré en France et en fait, je ne savais pas trop où poser mes valises. Et il y avait un petit corner juste à côté de l'Essex House de Petrosian, à New York. Et il s'était mis à faire de la pâtisserie, des croissants, du machin, et c'était très joli. Et en fait, c'était Philippe Monticini qui faisait ça. Ah ouais. Et donc un jour, je l'ai croisé, et on a discuté un peu, et lui, il allait reprendre Pelletier à Paris en tant que consultant. Et donc, je me suis dit, si je repose mes valises à Paris, peut-être que je peux les reposer là, tu vois, je connais déjà l'entreprise. Et puis avec quelqu'un comme ça, on peut, renouveler le truc on peut réveiller la belle endormie. Et donc j'ai fait ça. Et donc moi j'étais le responsable, mais j'étais exécutant des recettes de Philippe Monticini. Et il y avait des choses plutôt intéressantes, il y avait plein de choses, il y avait des choses assez bien, assez intéressantes, mais ça n'a jamais remporté le succès auprès des clients. Une fois que l'image était terminée, c'était peut-être trop tard. En fait. Je pense que la pâtisserie était tombée trop bas, vous avez perdu trop de clients, la clientèle avait pas mal vieilli, les gens venaient pour acheter une dacquoise noisette, des choses assez, des grands classiques. Des choses qu'ils connaissaient, réconfortant. Voilà. Et d'un coup, d'un seul, on a tout viré. Et on leur a proposé, je ne sais pas moi, un entremets chocolat blanc avec un insert anis, une marmelade d'abricot, basilic, un croustillant coco. Et en fait, si tu n'as pas la clientèle qui adhère à ça, ou si tu fais, on a perdu l'ancienne clientèle sans s'en refaire une nouvelle. Ouais. D'accord. Je pense que... Et donc, si tu veux, moi j'ai vu, au bout de 6 mois, je me suis dit, bon,
tu vois, ça n'accrochait pas, quoi. Et personne n'avait vraiment l'air de se rendre compte des choses, quoi. Parce qu'en fait, l'entreprise Pelletier appartenait à des Japonais. Ouais. Donc il y avait un PDG japonais qui était là et tout ça. Mais j'avais l'impression qu'il y avait... je voyais bien qu'on avait beaucoup de monde qui travaillait, il y avait beaucoup de monde dans les labos, il faut payer tout le monde, quoi. Et du coup, moi je voyais pas comment... je connaissais les chiffres qu'on faisait tous les jours et pour moi c'était un peu inquiétant, quoi. Donc j'ai décidé que il valait mieux que je parte, quoi. Et j'ai voulu m'installer parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, en fait. Quand on ne sait pas, tu sais. Et puis j'avais trouvé un fonds de commerce qui était près de la place de la Contrescarpe, dans le 5e. C'était assez cher, comme Paris, quoi. Et bon, j'appelle mes parents pour leur demander leur avis, et eux, quand je leur annonce le prix, ils étaient tétanisés, quoi. Ouais, forcément à Lyon. Parce que c'est normal, hein, ça n'a rien à voir. Ils étaient à la campagne, et moi je leur parle d'un endroit qui n'est pas très grand et qui coûte très cher, et donc ils ne savent pas me dire non, mais en même temps, je vois bien que je les terrorise, quoi. Donc Lucas m'avait dit, écoute, quand tu seras prêt, quand tu voudras, tu m'appelles si tu as besoin, machin. Donc je l'appelle en me disant, je verrai bien ce qu'il me dit, quoi. Et là il me dit, non mais je te dissuade. Par contre j'ai une place au Plaza, comme par hasard. Donc il cherchait un chef pâtissier au restaurant gastronomique au Plaza, quoi, avec Jean-François Piège. Et voilà, j'y suis allé, quoi. Ok. Parce que moi aussi ça me faisait peur de m'installer. Ça me faisait peur de m'installer, même d'un point de vue financier, mais même ça me faisait peur tout simplement, parce que on se demande toujours si on est capable de. Donc j'ai pris la place au restaurant avec Piège. Au Plaza, c'était avant Michalak du coup ou c'était Non, Christophe était là déjà. D'accord. Mais Christophe chapeautait tout l'hôtel, sauf le restaurant gastronomique. D'accord. Le restaurant gastronomique, il était chapeauté en quelque sorte par Frédéric Robert, qui était le chef pâtissier de M. Ducasse depuis très longtemps, depuis Chapelle, quoi, depuis Monaco, depuis tout le temps, quoi. D'accord. Et donc Fred, il venait de temps en temps, si j'avais besoin, je l'appelais, il était toujours... je savais que j'avais quelqu'un que je pouvais appeler si j'avais besoin. Donc j'ai fait 1 an au Plaza, et au bout d'1 an, Fred Robert est parti. Il est parti à Las Vegas ouvrir un hôtel, l'hôtel Wynn à Las Vegas. Et donc M. Ducasse m'a proposé la place de Fred, donc le chef pâtissier exécutif, itinérant. De tous ces restaurants. Donc bien sûr que je n'ai pas envie de faire ça, mais que j'ai dit oui quand même. Ça se refuse pas trop. Ouais. Disons que il y avait un côté financier qui était intéressant pour moi aussi, parce que je changeais, mon salaire changeait aussi, quoi. Il y a toujours votre famille aussi. Exactement, ouais. Et je me suis dit, si j'y arrive pas, quoi. Tu vois, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Et puis, honnêtement, la restauration, ça me plaît, le travail me plaît, parce que je trouve ça intéressant, parce que je trouve qu'on se pose beaucoup de questions en se disant comment les gens vont manger, qu'est-ce qu'ils veulent manger après avoir un bon repas. Il y a du froid, il y a du chaud, il y a du glacé, il y a tout ça, il y a du liquide, il y a plein de choses. C'est plus vivant que la pâtisserie boutique. Mais en fait, moi, une crème brûlée à minuit, ça me fait chier. Tu vois, où tu es prêt à envoyer la dernière assiette, il est 11h30, tu penses que tu vas bientôt rentrer chez toi, et tu as le serveur qui vient te dire il faut attendre un petit peu parce que monsieur est allé fumer un cigare. C'est vrai que c'est pas le même univers. Tu vois, et là tu te dis mais moi, son cigare, je suis une autre idée pour lui. Et c'est comme ça. Et donc, si tu veux, c'est ça qui. Mais je pense que c'est un métier, c'est pas évident de vieillir. Tu vois, peut-être que j'étais déjà trop vieux pour le métier. Mais même les cuisiniers, tu vois, je vois les chefs cuisiniers, je me dis à 22h30, un agneau rosé, ça marche. Je sais pas si ça ferait encore rêver tout le monde. Tu vois, je sais pas. On peut avoir une passion, on peut avoir ça, mais si on veut construire sa vie, sa famille et tout ça, c'est pas facile à conjuguer tout ça. Sauf de la restauration,
je dirais pas plus rude que la boutique, mais il y a des contraintes qui sont quand même un peu plus. L'amplitude horaire. Ouais. C'est ça. C'est pas évident. En plus, avec des coupures, enfin nous on n'a pas ça, mais il y a beaucoup de restaurants où il y a les coupures, il faut faire le service du midi, du soir. Exactement. C'est hyper contraignant. Ben, j'ai connu ça après, parce que après, en étant exécutif, tu embauches des personnes, et quand tu dois embaucher des personnes pour des petits restaurants, quand je dis petits restaurants, c'est pas une question de qualité, c'est un restaurant plus restreint, où tu as un pâtissier. Ouais. Donc forcément, il faut faire les deux services. Et ben, ils te demandent les horaires, tu dis tu vas commencer vers 9h, tu vas finir vers 15h, puis tu reviens vers 18h, puis tu finiras vers 23h, 23h30, mais la réalité, il y a des jours où il commence à 8h, il ne prend pas de coupure, il finit à minuit. Enfin, tu vois, c'est la réalité. Là. Il y a des gens qui sont d'accord parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie, et puis parce que la cohésion se fait bien avec la cuisine, et puis qu'il y a une vraie émulation. Mais si tu n'as pas tout ça, ça ne marche jamais. Ouais. Ça marche jamais. Donc c'est à peu près à cette période où vous avez eu l'envie du coup d'ouvrir votre chocolaterie. Après, j'ai fait 2 ans en tant qu'exécutif, et puis au bout de 2 ans, je suis allé voir Lucas et je lui dis bon, écoutez, on va se laisser 2 ans encore, et puis le temps de trouver mon remplaçant, de le former, et puis moi je vais partir, je vais ouvrir une petite pâtisserie, une petite boutique, et puis il me dit tu veux faire quoi? Je lui dis moi je vais ouvrir une petite chocolaterie. Et là il me dit écoute, je t'aide, ça m'intéresse, je t'aide. Donc c'était comme ça, ça s'est passé en 2 minutes. Je lui dis mais si vous m'aidez, alors on ne fait pas une petite chocolaterie. Si vous m'aidez, on se met dans Paris et on ouvre une chocolaterie et on fabrique notre chocolat depuis les fèves de cacao. Donc on achète toute la machinerie nécessaire pour la fabrication du chocolat et on fait quelque chose qui se voit depuis la boutique pour que les gens puissent voir, sentir et voilà et savoir ce que c'est qu'un chocolatier. Parce que je trouvais que les chocolatiers faisaient bien leur boulot, mais qu'ils ont tellement monté leurs produits dans le domaine du luxe, ils ont pris tous les codes en fait. Aujourd'hui, tu vas dans certaines chocolateries, tu vires les produits, tu mets des pulls, des chaussures, des jeans, c'est pareil, c'est parfait quoi, tu vois. Il n'y a plus vraiment d'identité d'artisanat. C'est vrai. Et puis ils avaient mis un tel souci de qualité dans le packaging, qu'ils ne pouvaient même plus payer d'ailleurs, ils étaient obligés de le faire en Chine parce que sinon le packaging était trop cher, quoi. Alors qu'en fait, c'était le produit qui était le plus important, quoi, à mon avis. Donc voilà, on a mis un peu de temps parce que j'en ai parlé en 2006-2007 et on a commencé à acheter des machines en 2007. Après, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis et le groupe Ducasse avait quand même pas mal de restaurants aux États-Unis qui marchaient très bien, qui étaient vraiment des restaurants importants pour le groupe et donc qui ont eu un tassement en quelque sorte. Donc il y avait une période aussi un peu d'incertitude pour eux, donc investir dans une chocolaterie, c'était pas forcément risqué, quoi. C'était pas forcément le bon moment, quoi. Donc on avait trouvé un emplacement, on était pas loin de signer et donc arrive ça. Et donc ça nous a repoussé les choses et en 2009, je me suis mis à rechercher de nouveau un local et j'ai cherché beaucoup parce que trouver un local dans Paris où il n'y a pas de cave en dessous pour pouvoir mettre les machines pour pas que ça fasse écrouler le sol, où il y a une grosse extraction pour le torréfacteur, où il y a de l'accessibilité pour les machines, pour tout, où il y a de la surface et que ça ne coûte pas non plus très cher, quoi. Enfin, trop cher, c'était pas facile. Donc j'ai fini par trouver en octobre 2011 exactement. Et puis voilà, en 2012 on a démarré les travaux et ils ont terminé fin 2012 et début 2013 on a ouvert la chocolaterie. D'accord. Avec toutes les incertitudes qu'il y avait parce que moi j'avais jamais fait du chocolat, je savais comment il fallait faire, j'avais pris toutes les infos possibles, je m'étais entouré de gens j'avais des gens que je connaissais qui pouvaient me donner des conseils, mais c'était souvent des gens qui avaient travaillé dans l'industrie et donc eux ils voyaient des quantités énormes, enfin tu vois, ils travaillaient comme des industriels. Alors c'est pas la même manière de travailler, quoi. C'est pas du tout la même manière. On n'a pas eu beaucoup de temps parce que les travaux ont terminé fin novembre et on a ouvert début février. Donc en 2 mois et demi, il
fallait produire les chocolats, tout mettre en place, que tous les boîtages et tout ça tombent juste, etc. etc. Donc ça a été pas évident. Et puis il y avait beaucoup de conseillers qui disaient absolument Lucas, vous n'allez pas y arriver, il ne va pas y arriver, ça va être très long. Avant de mettre du chocolat au point, c'est pas en 2 mois qu'on fait ça, etc. etc. Donc lui de son côté il commence à flipper aussi. Quoi. Et c'est où du coup que vous avez appris à faire du chocolat? C'était directement sur le terrain? Okay. Ouais. Ah, donc c'est encore un autre gros risque. Ouais. Parce que C'est vraiment... Après, tu sais, c'est des chocolats, tu vas pas sur la ligne non plus. Tout le monde dit, tu vois, tu vas pas y arriver, mais ils n'ont jamais fait ceux qui disent ça. Ouais, tu vois mais on a quand même cette impression que c'est quand même un certain savoir-faire qu'on peut pas acquérir en lisant un livre, quoi. Oui, il y a du savoir-faire, mais si tu peux tout apprendre si tu t'en donnes un peu les moyens, quoi. Je veux pas dire que j'ai pas passé des nuits blanches, mais il faut s'en donner les moyens, quoi. Si tu t'en donnes pas les moyens, si tu veux pas, c'est sûr que tu vas pas y arriver, quoi. Et comment du coup ça vous est venu cette idée de vouloir faire vraiment une chocolaterie? Parce qu'en fait, déjà, le chocolaterie, ça m'intéressait. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de travailler un produit depuis son origine, tu vois, depuis travailler dans la profondeur, tu vois. Dans la même veine, ça m'aurait intéressé la boulangerie, mais d'aller acheter des céréales et de les moudre. Tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Plutôt travailler dans la profondeur que travailler dans la largeur. Avoir une gamme de 50 bonbons au chocolat, ça ne m'intéresse pas. Je préfère en fait que la matière première que tu travailles, elle soit singulière. Moi, il y a un exemple, c'est Bernachon à Lyon. Ils font des gâteaux au chocolat, ils font leur chocolat, ils mettent des fruits confits dans certains trucs, ils font leurs fruits confits, leur pâte d'amande, ils font leur pâte d'amande. Enfin, tu vois, je trouve que c'est intéressant ça. J'ai travaillé dans d'autres maisons, par exemple chez La Durée, c'était très bon ce qu'on faisait, mais la pâte d'amande, elle était achetée. C'était de la très bonne pâte d'amande. Les nappages pour les teintes, c'était acheté. Ils étaient très bons. Tout était, tu vois, les pralés, c'était très bon. Enfin, tout était comme ça. À la finalité, les gâteaux étaient super bons. Il n'y a pas de problème. Mais, si tu as la recette et les mêmes produits que tu peux acheter, tu peux faire le même gâteau. La singularité est un peu plus difficile à saisir. Quoi. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus de recettes cachées, tout le monde sait tout. Donc, tu peux reproduire les gâteaux de tous les endroits où tu as les recettes, puisque tu as également souvent la capacité d'acheter les produits de l'endroit. Moi, j'ai travaillé à des endroits où les recettes étaient. Je suis parti, j'en ai pas la moitié. C'est naze, mais c'est comme ça, quoi. Ça se perd un peu, ça, je trouve, le fait de garder, enfin tant mieux, hein, de garder les recettes. Ouais. Maintenant, on est plus dans. Mais parce que c'est désuet, tu peux pas, de toute façon, et puis si tu n'as pas celle-là, tu vas trouver une autre qui est approchante. Ouais. Surtout maintenant, en plus. Ce qui est intéressant, je pense, c'est les tours de main, les techniques, les choses comme ça. Ça, c'est plus intéressant que la recette en elle-même, souvent. Ouais, parce que même, c'est bien beau d'avoir une recette, mais quand on ne sait pas la faire de manière correcte, à quoi ça sert? Si je te donne une recette de panettone, je suis pas sûr que tu arrives à sortir le même panettone que Brigade. Moi, je suis même sûr que je vais pas réussir à tu vois, et moi, je suis sûr que j'y arriverai pas, parce que je trouve qu'ils m'épatent quand je vois leur panettone. C'est vraiment, je les trouve épatants. Mais je sais pas comment ils font. Ça m'énerve un peu d'ailleurs. On leur demandera. Donc après, donc, vous avez décidé de vous installer à votre compte. Après la chocolaterie, avec Lulu, là, ouais. J'étais associé avec lui, et c'est pas la meilleure idée de s'associer avec lui. Voilà. J'aime beaucoup le professionnel, j'ai appris beaucoup, j'ai bossé 17 ans pour lui. Donc c'est pas rien 17 ans, si je pensais que c'était pas bien, Vous serez parti plus tôt. Je serais évidemment parti plus tôt. Voilà, il y a eu une partie plus sombre à la fin, que je trouve un peu dommage, mais c'est la vie. Et c'était le coup de pied au derrière nécessaire pour que je passe à autre chose aussi. Donc c'est finalement un mal pour un bien. Ouais. Et aujourd'hui, donc, je fabrique du chocolat que pour les professionnels. Et j'essaye d'amener un chocolat, une qualité de chocolat qui est un petit peu différente, quoi. Un peu moins grasse, un peu moins sucrée. En essayant de travailler sur des origines ciblées. Là, j'ai une dizaine d'origines. Je pourrais en avoir le double, mais le but, c'est quand même d'avoir des origines qui soient distinctes, avec des goûts distincts.
les autres. Ouais, et que vous travaillez plus en profondeur, comme vous disiez. Exactement, c'est ça qui m'intéresse. Et puis acheter des fèves à des gens que je connais, essayer de lier des liens, de progresser au niveau de la qualité des fèves que je vais acheter, au niveau de la qualité du sucre. J'avais commencé avec un sucre d'une très bonne qualité, là je trouve que j'ai encore, on a amélioré avec un sucre roux. Voilà, et puis essayer d'être à l'écoute aussi des clients, parce que les clients ils sont à l'écoute de ce qui se passe et de ce qu'on peut leur demander. Et donc voilà, j'ai fait un chocolat végétal là, il y a un an de ça, là je travaille sur un autre. J'ai envie de faire un chocolat avec un lait un peu caramélisé, des choses comme ça, pour diversifier. de temps en temps de répondre à l'envie de mes clients. Et c'était pourquoi le choix d'avoir voulu travailler qu'avec des professionnels et non pas ouvrir la gamme en particulier? En fait, si tu veux, quand tu vends aux professionnels, si tu ouvres ta gamme aux particuliers, tu fais de la concurrence aux professionnels. Tu fais de la concurrence à tes clients, tu vois. Et moi, je me rappelle avoir travaillé chez certains professionnels qui ne comprenaient pas pourquoi ils achetaient du chocolat chez La Grenade, par exemple, pour ne pas le citer, et qu'au coin de la rue, dans une épicerie fine, il y avait les tablettes La Grenade. Donc ils disaient, moi ça m'embête parce que je fais mes tablettes avec ce chocolat-là, et mon client, maintenant il a le choix entre le mien qui va coûter, je sais pas moi, 6 € la tablette, et au coin de la rue, il a le même produit à 4 € par exemple. Tu vois. Ouais. Et donc, voilà, c'était une réflexion que un de mes anciens patrons m'avait fait, et je trouvais que c'était pas idiot, quoi. Donc, ou alors il faudrait faire une gamme spéciale grand public, en quelque sorte. Mais encore une fois, je trouve que c'est bien de séparer les choses. Et juste pour revenir sur l'ouverture, c'était en quelle année et pourquoi Choisy-le-Roi? C'était en 2021. On a fait ça début 2021. Pourquoi Choisy-le-Roi? Parce que je peux payer le loyer. Ouais. En fait, il me fallait une certaine surface, il me fallait de l'accessibilité. La gare RER, elle n'est pas très loin du local, donc si j'ai du personnel que je commence un petit peu à avoir tout doucement, eh bien, ils peuvent venir en RER, ils ne sont pas très loin, c'est accessible. À côté, on a Rungis avec tous les services de livraison et de produits et tout ça, donc ça c'est quand même c'est vrai. pas mal. J'habite Paris, plutôt Paris Sud, donc je suis à 25 minutes en voiture, et si je suis en RER, je suis à 50 minutes. Donc voilà, c'était un bon compromis. C'est une petite zone artisanale, mais c'est pas une grosse zone industrielle, loin de tout, entourée de Smirnoff. Voilà, c'est un beau lieu. J'en ai visité beaucoup aussi, pour avoir une qualité de lieu, de bâtiment, parce que le bâtiment est en très bon état, parce que j'ai vu des bâtiments qui étaient un petit peu en moins bon état, quoi, même si après tu l'enrobes avec tes cloisons à toi. Mais bon, c'est bien que le bâtiment soit sain. Et voilà, et même si c'est petit, un Smirnoff peut livrer des fèves. Je vais revenir, vous avez parlé des employés. Justement, quand on avait fait la visite, c'était hyper intéressant parce que vous disiez que vous commenciez petit à petit à avoir des employés, notamment pour des étapes clés de la production de votre chocolat, et notamment la torréfaction. Du coup, vous commencez à transmettre un peu ce travail-là. J'ai un peu de mal, pour être tout à fait franc, à leur transmettre encore, parce que là, ça fait, celui qui est arrivé le premier, ça fait 9 mois qu'il est là. Et donc, petit à petit, je lui apprends des choses, mais de toute façon, il n'y a pas une fève qui sort du torréfacteur sans que je l'ai goûté, quoi. Donc ça, c'est vraiment... ils font des choses assez manuelles, assez manutentionnaires, j'ai envie de dire. J'essaye de les intéresser, d'ailleurs, dans un premier temps. Il y en a un qui commence à être intéressé, l'autre, je le sens un peu plus passif, on va dire. Mais voilà, peut-être que je vais y arriver, peut-être que j'y arriverai pas. J'essaye de pousser, mais sans trop. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui sont très physiques et manuelles, et je m'en tape beaucoup. Donc
je ne laisse pas tout le boulot manuel et puis moi je me tape les fèves. facile. Non, je pense que j'en fais largement, au moins en tant que. Non, les étapes clés, ouais, je suis là tout le temps. Ouais. Et justement, c'est normal que vous vouliez contrôler ces étapes clés, mais avant de recevoir les fèves, il y a quand même, on va dire, 3 étapes clés pour faire un chocolat. C'est non seulement la récolte, mais aussi la fermentation et le séchage. Ouais. Et comment vous faites pour justement avoir un œil dessus, mais sans forcément être... Moi, je ne peux pas avoir un œil dessus directement. Donc c'est pour ça, en fait, il y a toujours un intermédiaire entre moi et la plantation. Ça, c'est obligatoire. Et c'est les liens que j'ai tissés avec ces personnes-là qui est intéressant parce que les gens qui me vendent des fèves, ce n'est pas des brokers qui sont devant leur ordinateur en train de regarder les chiffres de la bourse. C'est des gens qui sont impliqués dans le métier et dans le pays d'origine. Donc pour moi c'est important que ces gens-là, bien sûr ils vendent les fèves, mais ils vont dans les pays d'origine, ils sont capables de me dire où c'est, dans quel endroit, comment c'est fait, ils savent qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire la fermentation correctement, pour faire le séchage correctement, ils connaissent les gens qui travaillent là. Pour moi c'est primordial. J'aurais jamais pensé travailler avec le Venezuela parce que même si les fèves du Venezuela sont réputées, le pays est un chaos. C'est un bordel, malheureusement pour les Vénézuéliens, c'est difficile. Et j'ai rencontré un garçon qui est marié avec une fille vénézuélienne. Il passe la moitié de sa vie en France, l'autre moitié au Venezuela. Quand il arrive qu'il m'appelle, qu'il soit dans les plantations, il est capable de me parler de chaque parcelle. Il vient de mettre en place un centre de fermentation et de séchage. Donc voilà, ça lui permet à lui aussi d'en vivre de ça. Et donc ça c'est intéressant et ça c'est important. Et ça m'intéresse dans ce cas-là d'acheter les fèves du Venezuela. Parce que je sais d'où elles viennent, je sais par qui elles transitent, je sais comment c'est fait. Et c'est pareil pour la Colombie. C'est un Français qui est marié avec une Colombienne. C'est pareil pour l'Indonésie. C'est un garçon d'origine croate, mais qui est basé en Hollande, qui est marié avec une Indonésienne. Et lui, il me source île par île, si on veut même, les fèves. Enfin voilà, ils sont engagés, quoi. Ils ont des projets pour les gens sur place. Il y a des écoles qui sont fondées. Enfin, il y a vraiment c'est vraiment une économie, au-delà même des fèves de cacao. Et comment vous les avez rencontrés, du coup, ces personnes-là C'est le hasard, ouais. Et puis après, si tu veux, tant que tu n'existes pas, tu rencontres personne. Et quand tu commences à exister, que tu as un début de vitrine, on va dire, eh bien, tu as des sollicitations. Alors, tu en as 1 sur 100 qui est intéressante, une sollicitation. Tu as celui qui va souvent en vacances en Côte d'Ivoire et qui peut me ramener des fèves dans sa valise. Et puis, tu as le copain du cousin du machin qui a une plantation. Enfin, c'est pas vraiment une plantation, mais il a un arbre au fond de son jardin. Et je crois bien que c'est du cacao. Donc voilà. Bon. Et puis après, tu as les gens sérieux, puis tu as les gens qui sont vachement intéressants. Et puis tu as des gens qui vivent de ça, qui ont besoin d'en vivre. Ils ont les crocs, donc ils font bien leur travail. Pour aller plus loin sur la fermentation, comment est-ce que c'est vraiment contrôlé? À quel stade est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui dit stop, c'est bon, la fermentation, c'est... Bien sûr, mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les personnes les personnes que j'ai en contact sont là pour être sûr que sur place il y a la connaissance. C'est rudimentaire encore, on n'est pas dans le vin, on n'est pas dans le Romanée Conti, mais il faut être sûr déjà qu'il y a les caisses de fermentation en bon état, que tout est bien fait, qu'ils aient le réfractomètre pour voir le taux de sucre dans le mucilage en quelque sorte, pour savoir, pour être sûr à quel point le sucre est dégradé parce qu'il a été transformé en alcool, puis que cet alcool va être transformé en vinaigre, enfin voilà, puis que c'est bien mélangé, puis qu'il n'y ait pas des fèves toutes neuves là, qui viennent mettre au milieu des fèves déjà fermentées. Enfin voilà, c'est le sérieux du centre de post-récolte qui est là, quoi. Sinon, si c'est pas faire sérieusement, ils peuvent pas vendre les fèves au prix où ils les vendent. Et je pense que c'est intéressant ce côté, parce que c'est à la fermentation, on va vraiment développer tous les arômes et toutes les singularités d'un terroir. Et je pense que c'est vous qui nous disiez quand vous avez commencé, vous vouliez même pas faire de chocolat de couverture, il me semble, non? En fait,
moi, au départ, si tu veux, je voulais faire du chocolat 65% sans rajout de beurre de cacao. Donc, c'est un chocolat qui est très épais. Donc, j'en fais de ça. Et je faisais du chocolat 100%. Et après, je vendais ça à mes clients et je leur disais, voilà, vous prenez du 65 et vous faites vos pâtisseries avec. Et si vous voulez faire du moulage, si vous voulez faire des tablettes, vous rajoutez un pourcentage de... Je vous donne un tableau de conversion pour obtenir à partir du 65%, du 68, du 69, 70, 80, etc. La pâte de cacao nécessaire à rajouter dans le 65, ou du beurre de cacao si tu veux, ou moitié pâte, moitié beurre. Voilà. Et du coup, j'avais prévu ça pour que mes clients puissent personnaliser leur chocolat. C'est-à-dire que tu m'achètes du chocolat 65% de Madagascar, tu veux faire une tablette, 70%. Bah, tu prends 1 kg de 65, tu rajoutes 300 grammes à peu près de pâte de cacao Madagascar et tu as ton 70. Ou tu rajoutes 150 grammes de pâte de cacao, 150 grammes de beurre de cacao et tu as ton 70. Mais il n'aura pas le même goût que celui qui est au bout de la rue, qui est client chez moi, qui fait du 70 aussi. Parce que celui du bout de la rue, il aura rajouté que du beurre de cacao. Enfin, tu vois, l'idée c'était de pouvoir personnaliser son truc un petit peu, de se l'approprier. Alors il y en a qui ont été intéressés par ça, il y a plein de mes clients qui utilisent cette méthode. Et puis il y en a plein qui m'ont dit aussi, écoute, t'es gentil, mais moi ce que je veux, c'est j'achète les pistoles, je les mets dans la tempéreuse, on fait fondre, je dis à mon apprenti, à mon commis, à n'importe qui de me faire les tablettes, et puis voilà, j'ai un article pour un produit, quoi. Donc j'ai compris ça, et ça c'est important d'écouter ses clients aussi, particulièrement au début. Et donc j'ai fait le 75% avec un rajout de beurre de 4% pour avoir le goût et la fluidité. D'accord. Ok, bon, je voulais juste revenir sur quelques derniers trucs. Le chocolat, c'est un truc qu'on entend souvent dire, à 50, 60 ans, le chocolat, ça va disparaître. Même si c'est encore un peu des rumeurs, le changement climatique, c'est réel. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous inquiète ou auquel vous pensez Non, je ne pense pas que ça va disparaître. Il y a un intérêt pour le chocolat. J'ai peut-être l'impression que le mauvais chocolat va disparaître. Quand je dis le mauvais chocolat, c'est-à-dire le chocolat quand tu vas au supermarché et que tu vois des biscuits un peu dégueux, tu vois, qui sont recouverts de chocolat, c'est souvent même pas du chocolat, c'est souvent ce qu'on appelle du VGKO, c'est-à-dire c'est de la poudre de cacao avec du sucre, et puis avec des matières grasses végétales à la place du beurre. Et donc c'est de la pâte à glacer en quelque sorte, hein, tu vois. Et donc quand tu recouvres des biscuits avec ce genre de choses, tu manges ça, ça a le goût de rien, le biscuit à l'intérieur il a le goût de rien. Et je pense que et ça coûte très cher aux biscuitiers quand même, tu vois, finalement. Parce que eux ils sont tellement au 10e chiffre après la virgule que ça finit par leur coûter cher quand même, quoi. Donc je pense que ce genre de chocolat là, je pense qu'il n'a pas trop d'avenir. Le chocolat de qualité, je pense qu'il a de l'avenir, mais il aura un certain prix. Il a déjà un certain prix. Mais ça, c'est plutôt bien parce que les cacaoculteurs pourront être payés décemment. Peut-être qu'on en consommera un peu moins, mais que tout le monde sera payé correctement. Tant mieux, presque. Ça peut être un mal pour un bien également, je l'espère. Et surtout, je pense que, je ne sais pas si ça va le faire, mais si on pouvait arrêter le côté de culture intensive, parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème du cacao, il vient principalement du Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui ont eu des problèmes climatiques, qui ont eu des problèmes de maladies. Donc les cabosses, les arbres ont été malades. Et puis, ils plantent des variétés qui sont hyper productives, mais au bout de 10 ans, le sol est mort. Donc, ils sont obligés de déforester un peu plus loin pour replanter. Et donc, en fait, ils font ça toutes les décennies, mais on arrive au bout du truc. Là. Donc, avec des arbres, en fait, avec ces nouveaux, avec les hybrides qu'ils plantent, qui sont des hybrides hyper productifs,
Ce sont des cacaoyers que tu peux planter et faire pousser en plein soleil. Normalement, les cacaoyers, c'est sous les grands arbres. Ils ont besoin de chaleur, mais ils ont besoin un peu de soleil, mais ils ont besoin d'ombre. Donc, quand il y a une diversité de botanique, en quelque sorte, le sol est riche, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème de pénurie. Le cacaoyer il va vivre longtemps et il va produire longtemps. Mais quand tu produis de manière intensive, que tu épuises tout, tu déforestes un peu plus loin, mais avant que le sol puisse reprendre vie, il va se passer un peu de temps, quoi. Donc c'est aussi ça la problématique. Mais quand le cacao coûtait rien, que les industriels ne payaient rien du tout, il en fallait toujours plus. Donc à partir du moment où il va coûter quelque chose, peut-être que ça va faire réfléchir certains à ne pas en mettre sur certains biscuits, dans certains produits où il y a finalement pas lieu d'être. Ah, bien sûr. Et si on peut se permettre de finir sur une dernière petite question, c'est si vous devez choisir une personne, que ce soit professionnelle ou de votre entourage, ou qui a marqué votre carrière, si vous devez donner un nom, qu'est-ce que ça... C'est difficile à dire, il faut que je dise que c'est mon père en fait. Tu vois, enfin en tout cas mes parents, parce que même si c'était pas toujours facile de travailler en famille, c'est eux qui m'ont donné l'envie de se lever le matin. Tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de pénibilité au travail, mais il y en a pour qui la pénibilité elle commence quand le réveil sonne. Donc oui, c'est forcément ça, c'est eux qui m'ont marqué. Après, j'ai un professeur qui s'appelle Jean-Jacques Borne qui m'a beaucoup aidé quand j'étais apprenti, et c'est lui qui m'a fait, comme il m'a poussé à faire les concours, il m'a donné confiance finalement, puisque j'ai réussi dans certains concours, quoi. Donc c'était une confiance, ça m'a donné confiance le fait de réussir, quoi. Et puis après, professionnellement, j'ai travaillé avec Pierre Armé, et c'était quand même extrêmement intéressant. Philippe Conticini, c'était très intéressant. Et après, travailler avec Alain Ducasse, c'est quelqu'un qui a des énormes connaissances, donc dont la conversation est intéressante. Donc, en nommer une, ce serait éliminer les autres, quoi. Et je pense qu'ils ont tous contribué à ça. Merci en tout cas. Merci pour votre temps. Merci déjà, beaucoup. Merci pour vos connaissances. Et peut-être qu'on reviendra, peut-être filmer un peu des étapes de fabrication. Il faut revenir quand il y a un peu de vie, quoi. On va revenir, ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Nous revoilà chez Nicolas Berger pour filmer la partie 2 de l'épisode, tout en tenue comme vous pouvez voir. On va aller voir un peu plus la côté production du chocolat. Nicolas il est déjà au travail depuis quelques heures, donc on va le rejoindre. Donc là, c'est le premier broyage, c'est ce qu'on appelle un pré-broyage en fait, hein. Donc tous les ingrédients ont été mélangés au pétrin, mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est pas du sucre, c'est du xylitol, c'est du sucre de bouleau, d'écorce de bouleau, pour des gens qui ont des problèmes de diabète. Lors du premier broyage, comme ça, on peut avoir des cristaux de sucre qui font 2-3 mm d'épaisseur, de taille, et puis du lait en poudre ou de la pâte de cacao qui va être en dessous de 100 microns, quoi. Okay. Et donc là, avec ce premier broyage, on réduit tout à environ 100 microns. Okay. On va faire un deuxième passage, donc c'est-à-dire qu'on va prendre cette poudre qui vient d'être faite, on va la passer encore au pétrin pour la réamalgamer, pour qu'elle redevienne pâteuse, un peu plastique mais pâteuse. Et là, on a une pâte qui est très homogène, et là, on va la broyer, et pour le coup, le broyage va être très efficace parce qu'on part de quelque chose qui est très homogène. Ah, okay. Et là, on va passer à 20 microns. Okay. C'est ce qu'on veut, entre 15 et 20 microns. C'est la taille qu'on veut obtenir pour le chocolat. C'est la taille à laquelle votre palais ne peut plus détecter la granulométrie. Et on n'est encore pas trop fin pour avoir une bonne rhéologie, c'est-à-dire avoir une bonne fluidité, un bon écoulement. Et l'intérêt des broyeuses à cylindre, c'est pas un broyage aléatoire, c'est un broyage qui est contrôlé. Contrairement au moulin à billes ou à des broyeuses
comme des broyeurs universels, c'est un broyage où tout ce qui va passer entre les cylindres va être de la même taille. Ok. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut bien le maîtriser. Ouais. On a plus de régularité à la fin sur le produit. Comment ? On a plus de régularité à Ouais, la fin. on a beaucoup plus de régularité. Ça se voit de moins en moins les broyeurs à rouleau comme ça ou... Bah, disons que c'est des machines. Bon, déjà, elles sont assez onéreuses et elles sont pas toujours faciles à bien maîtriser, mais elles demandent également beaucoup de manutention. Ouais. Alors que dans un broyeur à billes ou une conche universelle, on met tous les ingrédients et puis le travail se fait tout seul, quoi. Parce que là, en fait, toute la matinée, en fait, vous êtes là, vous faites Exactement. aller-retour avec les bacs. Exactement. Ça, c'est la pâte qui a été remalaxée ou non? Non, ça c'est le premier passage le plus grossier. Ok. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est un chocolat au lait, ça. Et comme c'est du xylitol, le xylitol a une granulométrie beaucoup plus fine que le sucre cristal que j'utilise habituellement. Donc ça fait déjà un peu plus pâteux. D'habitude, c'est un petit peu plus sec encore. Et j'imagine que là, le xylitol, c'est une demande particulière d'un client qui vous a demandé de... Pour ne pas le nommer, c'est Aurélien. Salut. C'est Aurélien Rivoire qui travaillait beaucoup le xylitol. Et ça, voilà, c'était une de ses demandes de faire un chocolat avec le xylitol, un noir et un lait. Et moi, je ne connaissais pas ce produit. Et donc, il y a pas mal de contraintes d'utilisation. C'est pas un produit qui est simple d'utilisation, mais à partir du moment où on a un petit peu compris comment il fonctionne, voilà, ça se passe très bien. Et au niveau du coût, à la fin du chocolat, j'imagine que ça a son impact. Et ouais, parce que le xylitol, c'est 10 fois plus cher que le sucre. Ah ouais, ok. J'imagine que vous vous lassez jamais trop de l'odeur. Non, je la sens plus trop en fait. Ah ouais, c'est vrai? Vous vous habituez Je la sens un petit peu le matin quand j'arrive, mais après le reste de la journée. C'est vrai que on ressent une forte odeur d'acidité quand même, la fermentation, mais ça sent super bon. Ouais. C'est pas vraiment l'odeur du chocolat auquel on pourrait s'attendre, mais... Tout à fait vrai. Donc là on est d'accord, c'est l'étape de malaxage. Vous avez déjà le sucre dedans, donc le xylitol. Ouais, tu as le sucre, tu as la pâte de cacao. Quand c'est du chocolat au lait, tu as le lait en poudre. Ok. Tu peux avoir un peu de beurre de cacao parce que le lait en poudre il sèche un petit peu si tu veux la pâte. Okay. Et donc il faut la lier avec un petit peu de beurre de cacao, tu vois. Okay. Donc parce qu'en général le beurre de cacao se rajoute en fin de conchage. Okay. Donc là en l'occurrence pour du lait souvent tu peux le mettre un petit peu en début de conchage. Et il me semble que au moment du mélange, pardon. Au début, votre volonté, c'était un peu d'ajouter aucun beurre de cacao dans vos chocolats. Le moins possible, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour des tablettes, pour des chocolats comme ça, mais pour faire des ganaches, la rondeur, elle est amenée par la crème qu'on utilise, par le beurre laitier, par tout ça. Donc le beurre de cacao, c'est gras et c'est assez neutre, quoi. C'est pas, le beurre de cacao n'amène pas le goût de chocolat, quoi. Et quand on travaille avec, quand on veut faire des origines particulières, eh bien, si on veut donner le maximum de ce que peut donner gustativement cette origine, c'est pas en lui rajoutant du beurre de cacao qu'on va l'amener. C'est les fèves qui vont être importantes. Justement, c'est ce que vous recherchez un peu. Vous cherchez un peu que chaque chocolat il ait vraiment sa singularité. Exactement. Et je trouve que ça se ressent quand on goûte vos chocolats. Je pourrais les reconnaître à l'aveugle. Alors que j'ai pas le meilleur palais, mais vos chocolats ils ont vraiment un goût très particulier. Et après, on a le droit de moins aimer, voilà, un peu plus d'acidité ou plus d'astringence ou un côté un peu plus vert, un peu plus marqué. On a le droit de moins aimer, quoi. Mais en fait, je ne vais pas chercher à le masquer, soit par du sucre en faisant une recette particulière parce que c'est comme ça, ou soit par du beurre de cacao. Ah, ok. Si jamais on aime moins ce côté, je ne sais pas comment l'expliquer, ça peut être un peu terreux, ça peut être un peu acide, ça peut être... il ne faut pas prendre cette origine-là, il vaut mieux aller sur une autre qui sera plus douce ou
plus, je sais pas, consensuel, c'est pour utiliser un mot à la mode. Et là, vous produisez à peu près combien en quantité de chocolat par jour? Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que comme c'est ce chocolat spécial, j'en produis moins en général. Donc là, aujourd'hui, je vais faire 400 kg. Mais en général, c'est un minimum de 600 kg. Ah ouais, par jour. Par jour, ouais. Et vous arrivez à tout stocker ou vous le revendez quasiment aussitôt L'idée, c'est quand même de ne pas faire trop de stock. À part pour certains clients qui sont des gens qui prennent beaucoup et par conséquent je fais un petit peu de stock parce que eux, et c'est normal, ils ne peuvent pas être en rupture, je veux dire quand ils me commandent quelque chose, je ne peux pas leur dire bah, j'ai pas ou il faut attendre 2-3 jours et donc là pour le coup je fais un petit stock d'avance pour qu'ils soient toujours ils soient jamais en manque de produits quoi. Ouais, Voilà. Mais en général je stocke très peu, je fabrique en fonction de mes besoins et ça part. Souvent les gens viennent voir Nicolas parce qu'ils le connaissent, donc quand on lui propose des fèves, il va les goûter, regoûter, il va faire des essais et s'il trouve des choses qui l'intéressent, il va déjà valider tous ces points-là. Donc ça peut parfois prendre 1 an entre le moment où il va goûter une fève et le moment où on va sortir un produit. On a la gourmandise avec le Pérou et avec le Madagascar, on est plutôt sur de l'acidité. En fait, on a 2 terroirs qui sont très acides, c'est Madagascar et Vietnam. On va les faire sécher au soleil de manière sur des grands plateaux, enfin vraiment en plein soleil, pour qu'elles sèchent correctement. On va les remuer pour qu'elles soient toutes bien séchées partout. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va les mettre en sac et qu'on va les expédier. Donc tout ce travail de fermentation et de séchage, il est primordial. Si ça, c'est pas bien fait, nous, on fera rien derrière. C'est 20% de perte entre le poids qu'on a acheté et le poids qu'on va traiter en chocolat. C'est énorme. Hein. Alors après, ça pourrait être moins si par exemple on décidait sur le casse-cacao d'aller plus vite, mais du coup ça enlèverait moins de peau, vous voyez. Donc on aurait des... Alors il y en a des peaux, hein, je ne vais pas vous dire que c'est du zéro, mais l'idée c'est d'avoir le moins de peau ou de petits résidus de peau, ça n'apporte rien au chocolat. Donc Nicolas il trouve une cadence qui fait que bon, on a un peu plus de pertes, mais on a quelque chose de plus propre. Donc ça c'est les fèves qu'on reçoit, vous voyez. Celles-ci elles viennent d'où? Elles viennent d'Équateur. Ouais, elles sont... En fait, ça pue. Ça sent le vinaigre, ça sent le tissu. Enfin, c'est juste pour vous faire sentir en vous disant, ça n'a rien de chocolat, quoi. Quand on reçoit le truc, c'est extrêmement... Il y a encore beaucoup d'acidité. C'est très végétal. Enfin, c'est dégueulasse. Nicolas, il va mettre son torréfacteur à peu près à 120 degrés. Ça a pour but d'enlever l'humidité. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'humidité dans la fève. C'est aussi une part des 20%, vous voyez, de poids. Ça va commencer à enlever ça va commencer à amorcer l'aromatique de la fève. Et puis, ça va désolidariser la peau de la fève. C'est-à-dire que la peau va s'enlever plus facilement et derrière, on va pouvoir l'enlever avec le casse-cacao pour récupérer simplement la fève. Tombe là-haut, ça passe là-dedans et ça tombe dans le tambour. Donc Nicolas, quand il met en route son torréfacteur, il le fait chauffer, il le fait chauffer, il le fait chauffer. Après, il met ses fèves et ensuite, il goûte. Donc il vient et il goûte ses fèves. Une fois qu'il voit que la fève, elle est torréfiée à souhait, il refait un run, il en refait un deuxième, il vérifie et après, il travaille avec des timers. Donc si par exemple, la fève, elle nécessite 15 minutes de par sa grosseur, de l'humidité, enfin de tout ce que je vous ai dit, et bien toutes les 15 minutes, hop, il fait tomber 60 kg, entre 50 et 60 kg de fève à l'intérieur et ça tourne pendant 15 minutes. Une fois que c'est torréfié, la trappe ici s'ouvre, ça tombe là-dedans. Les petits trous, ça aspire. En fait, ils aspirent la chaleur pour que les fèves refroidissent plus rapidement. Et c'est mélangé en fait. Mais c'est plus une question de refroidissement pour traiter les fèves rapidement. Donc casse-cacao, on met les fèves là. Là, vous avez des tamis de différentes grosseurs, du plus petit au plus gros. Et en fait, ça tremble. Donc ça se concasse ici grossièrement. Donc là, toutes les petites, les peaux les plus grosses vont être aspirées et vont tomber derrière. Ce qui est fève tombe là. On met le sucre, en l'occurrence aujourd'hui c'est du xylitol. On met
le lait en poudre, c'est du chocolat au lait, et on met la pâte de cacao nécessaire. Et comme le lait a tendance à sécher la pâte, on rajoute un petit peu de beurre de cacao. Voilà. Dans le chocolat au lait, il y a toujours un peu de beurre de cacao de rajout. Donc on rajoute une partie du beurre de cacao au pétrin pour faire quelque chose d'un peu pâteux, quoi. Voilà. Parce que la broyeuse, après, elle prend que des choses pâteuses ou liquides, mais pas de poudreux, quoi. Si c'est poudreux, ça va passer très très vite dans la broyeuse et ce sera jamais broyé correctement. Quand il va faire le deuxième passage, il va resserrer un peu ses cylindres pour que justement, voilà, on soit sur quelque chose de beaucoup plus fin et qui soit acceptable, en tout cas pour nous, en bouche, quoi. Le passage qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, Ok. Parce qu'on voit déjà que la granulométrie, elle est plus fine. Vous n'avez pas goûté? Là, j'ai goûté le premier passage, mais là, j'ai pas goûté le deuxième. Il y a toujours un truc de fraîcheur, tu sais, quand le xylitol dégage ça, quoi. Mais là, tu n'as plus de granulométrie sous le palais. Alors que tout à l'heure, tu avais un peu le sentiment de sucre glace, tu vois. Ouais. La grosse conche, ça tombe dans le tank, voilà, on va remplir le tank d'une tonne de chocolat et le tank, il est relié à la tempéreuse de l'autre côté. Ça va là-dedans. Donc c'est en circuit fermé, vous voyez, ça redescend ici, ça redescend ici. Et ici, c'est pareil. Il y a un détecteur de niveau, il y a du chocolat à l'intérieur. Donc on remplit cet entonnoir de chocolat et ensuite, vous allez voir, le tapis monte et les petites doses de chocolat se mettent. Il est tempéré, et là, Ouais, la tempéreuse est ici. Et en fait, quand ici c'est plein, il n'y a pas besoin d'en remettre. Donc vous voyez, c'est un circuit fermé comme une tempéreuse normale, si vous voulez. Sauf que là, le circuit est un peu plus long, quoi. Le fait d'avoir une petite pompe pour alimenter le pétrin par le tank qui est là-bas, le réservoir, c'est un tank qui est sur peson, donc sur balance et sur roulette, ce qui me permet de mettre la pâte de cacao dedans, puis de la rouler jusqu'à la conche quand je veux rajouter de la pâte de cacao fine dans mon chocolat. Bon bah, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont fait gagner énormément de temps, parce qu'avant je faisais en bac de 25 kg, donc parfois ça me faisait 12 bacs de 25 kg à remplir, à vider dans la conche, donc enfin, voilà, ce genre de choses, ça m'a fait gagner énormément de temps et de manipulation. Mais effectivement, les deux personnes qui sont avec moi là maintenant, ça va bientôt faire 1 an qu'ils sont là. Ils font de plus en plus de choses. Donc ils m'aident de plus en plus sur tout ce qui est manutention. J'espère pouvoir leur apprendre plus de choses aussi, quoi. Mais avant de leur confier une machine, voilà, il faut qu'on ait le temps de le faire tranquillement et posément. Ennuyant, non, c'est répétitif. Ça, c'est pas le travail en lui-même. Les recettes ne le sont pas forcément. Et parce que chaque fève a un peu des spécificités en termes de taux de matière grasse et tout ça. Et puis, donc bon, voilà, ça c'est intéressant. Mais c'est forcément répétitif, quoi. Mais honnêtement, il y a plein de choses qui peuvent être répétitives dans la vie et qui peuvent être plaisantes quand même, quoi. Je veux dire, en pâtisserie, quand tu passes, je sais pas moi, 1 heure à glacer des éclairs tous les jours, si tu aimes faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais trop aimé glacer la pâte à choux. Chacun son truc. Exactement.